application pour ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Elie Sloim, qui est venue à Montréal donc, pour parler de qualité web. Alors, peux-tu te présenter en 2 minutes? Qui es-tu? Que fais-tu? Donc je dirige une société qui s'appelle Temesis, qui se trouve, dont le siège social est à Bordeaux, en France. Nous sommes 7 en tout. Je suis le seul à travailler à Bordeaux. Tous les autres travaillent en télétravail, donc un peu partout. Sur le territoire français. T'es seul à boire du bon vin finalement. Non, les autres aussi, je crois qu'ils en récupèrent dans d'autres régions et ailleurs. Et puis par ailleurs, donc nos activités en fait, c'est un cabinet de consulting et d'expertise. On fait de la formation et on propose aussi des services en ligne. Voilà, donc on a ces 3 activités, voilà, expertise, formation, services en ligne. D'accord. Et alors moi, je connais pas très bien le domaine dont tu es venu parler, la qualité, le contrôle qualité web. Je connais Moi non plus. Je connais par contre celui de la qualité des logiciels en général, qui est déjà maintenant bien établi dans le monde du développement logiciel depuis une bonne dizaine d'années. Donc des tests de conformité, des tests d'efficacité, de performance et tout ça. Dans le web, comme le dit l'abstract de ta conférence, c'était pas quelque chose qui était bien établi. Puis maintenant, il commence à y avoir... alors, peux-tu nous parler de ça un petit peu, de cette évolution vers le contrôle qualité sur le web? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les tests fonctionnels, les tests unitaires, tous les métiers du test, en fait, se sont développés dans le web comme ailleurs à partir de l'informatique. C'est-à-dire, c'est un peu le précaré des informaticiens. C'est vraiment les informaticiens qui s'occupent de ça. En revanche, quand on parle de qualité web, on va s'intéresser vraiment au maximum de transversalité, c'est-à-dire notamment à tous les métiers qui, eux, n'ont pas forcément cette culture de tests fonctionnels et unitaires et qui couvrent des domaines de compétences qui ne sont pas forcément facilement testables. Donc on continue à avoir des entités sur le web qui font, notamment des entités informatiques qui font du test fonctionnel, qui font du test utilisateur, etc. Mais en revanche, tous les métiers du développement web, référencement, design, intégration, etc., n'ont pas forcément cette culture-là. Et en plus, on ne peut pas forcément déployer exactement les mêmes approches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un test fonctionnel, des tests fonctionnels, des tests unitaires, ça se déploie, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Quand on va parler d'ergonomie, tout n'est pas automatisable. Quand on va parler d'accessibilité, tout n'est pas automatisable. Donc c'est une culture qui recouvre non plus seulement de l'informatique, mais aussi de la communication, de l'interface homme-machine, tout un tas de choses. Donc c'est autre chose quand même que la partie informatique du métier. C'est pas seulement des tests qu'on peut faire dans un laboratoire avec des machines, par exemple. Voilà, c'est une des grandes particularités de la qualité web, de l'accessibilité, c'est qu'en fait, malheureusement, il y a tout un tas de choses que des machines ne pourront pas te dire. Des machines vont pouvoir, par exemple, détecter la présence de certains éléments, mais quand il va falloir se pencher sur la pertinence de certains éléments de l'interface, là, il faut des humains, pour l'instant, en tout cas. Voilà. Puis alors, j'imagine l'ergonomie joue un grand rôle là-dedans. Absolument. Nous, la particularité de l'approche, c'est qu'on essaye d'être les plus transversaux possibles. C'est-à-dire qu'on va se pencher à la fois sur les aspects purement informatiques, fonctionnels, techniques. On va se pencher sur les aspects ergonomiques. On va se pencher sur les aspects presque marketing, visibilité. On va se pencher sur la qualité des contenus. Et on va se pencher aussi sur la qualité des services, c'est-à-dire tout ce qui va se passer derrière l'interface web. Donc ça mobilise tout un tas de métiers qui sont très très différents, qui ont des cultures très différentes, des vocabulaires très différents. Et notre métier, c'est essayer de faire en sorte de mettre en place des outils qui regroupent ces métiers, alors, qui les aident à parler. Là, tu disais, je lisais l'abstract, j'ai malheureusement pas vu ta conférence, et tu as cité des outils. Quelques exemples? Alors, donc, dans le domaine où on travaille, nous, on a travaillé sur 2 familles d'outils. La première chose, c'est des référentiels. Donc, on a créé un référentiel avec un certain nombre de contributeurs, un référentiel public sous licence Creative Commons by Share Alike, qui est une liste de bonnes pratiques pour la qualité des services en ligne. Donc ça, c'est un premier outil, c'est déjà un référentiel, une checklist. Et par ailleurs, on développe, et c'est l'activité service en ligne de Temesis, on développe un site internet, enfin un service en ligne qui s'appelle Mon Opquast, qui bientôt s'appellera Opquast Reporting, et qui permet de faire de l'évaluation de sites avec ce référentiel ou avec d'autres d'ailleurs. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais oui. En fait, le service en ligne dont tu parles, c'est un SAS, j'imagine, un Software as a Service finalement, qui va permettre aux gens de soumettre leur site web et on va leur dire où sont les bobos, quoi. Alors justement, on va pas leur dire. Okay. On va pas leur dire. C'est ça le grand truc, c'est qu'on justement du fait qu'un certain nombre de toutes les bonnes pratiques qui sont dans ces référentiels ne sont pas testables automatiquement, on va leur dire quand on peut leur dire. Mais lorsqu'on leur dit pas, il va falloir comme c'est l'avenir, parce qu'on a déjà 14 000 utilisateurs, enfin 14 000 comptes ouverts. Donc c'est déjà un site bien installé. On a beaucoup d'évaluations de sites qui ont été faites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce métier, il y a une partie automatique où on va aller vérifier un certain nombre de points. Puis ensuite, il faut s'y coller, il faut évaluer son site et essayer de lister tous les points qui sont non conformes et est-ce que c'est intéressant de les corriger. Et ça va concerner des points aussi bien d'ordre ergonomique que de contenu, que de navigation, que voilà, tout ça. Et alors, dans toute cette problématique-là, qui sont vraiment de l'ordre de l'utilisation puis de la performance finale, est-ce que le choix d'une technologie sous-jacente à un site, que ce soit PHP ou que ce soit Python, que ce soit Java, ça a un rôle à jouer ou pas ? Alors ça a un rôle à jouer, mais nous on ne se prononce pas. Okay. C'est-à-dire que nous on va s'intéresser, en tout cas pour l'instant, je pense que dans les années à venir, si Tamesis a la chance de pouvoir travailler sur ces aspects-là, pour l'instant on se focalise essentiellement sur la partie finale de l'utilisateur et on ne touche pas aux moyens qui permettent d'atteindre ces résultats. Donc on a des bonnes pratiques en termes de performance, mais on ne va pas venir dire la façon de respecter ces bonnes pratiques de performance. Vous pouvez utiliser tel outil, tel langage, tel framework. Ça, c'est à vous de voir ce que vous allez utiliser en fonction des objectifs qualité qu'on va pouvoir éventuellement vous donner. Mais après, c'est à vous de décider les moyens. Alors peut-être que plus tard, on ira vers des référentiels de moyens. J'ai des gens qui me harcèlent pour qu'on se lance sur ces choses-là. Pour l'instant, je dis qu'il y a déjà beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que les interfaces finales respectent un certain nombre de règles et qu'elles soient évaluées. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui pensent être bons et qui ne le sont pas, et des gens qui pensent être mauvais et qui ne le sont pas. Absolument, il y a beaucoup de gens qui font des sites web par rapport à leurs propres croyances ou à leur propre perception, mais qui ne se donnent pas la peine de vérifier si ça tient la route. C'est pas critiquable, ça en soi. Ce qui est critiquable plutôt, c'est de s'en remettre excessivement au hasard dans ce monde qui maintenant n'est plus forcément complètement artisanal, qui est quand même pré-industriel. Puis est-ce que ce qu'on appelle le fameux Web 2.0 amène des problématiques nouvelles dans cet ordre-là? Parce qu'avant, un site, on savait ce que c'était. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Avant, on ne savait pas non plus. La plus. Mobilité, tu sais, le fait que de plus en plus, les sites web doivent jouer sur plusieurs plateformes, est-ce que ça complexifie la question? Alors, ça complexifie la question. On a un paramètre qui est très important, qui est l'accessibilité, qui permet de se pencher sur tout un tas d'aspects très importants dans le Web 2, c'est-à-dire à savoir est-ce que les interfaces se dégradent à peu près correctement, est-ce qu'elles sont utilisables de manière indépendante par rapport au périphérique. Donc là, on peut se pencher sur des règles d'accessibilité qui nous ramènent un peu au sol et sur lequel après il faut composer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut les respecter de manière absolue, systématique, mais que ça nous oblige à réfléchir à tous ces aspects-là. Et puis après, du côté du Web 2, il y a aussi la question des contenus, où là, moi, je suis extrêmement sceptique sur certains aspects de l'ouverture aux contributeurs externes. Lorsque c'est Wikipédia qui le fait, ça a du sens. Lorsque c'est, j'en ai parlé dans ma conférence, lorsque c'est une petite entreprise qui décide de faire du user-generated content, du contenu généré par les utilisateurs, bon, ça n'a pas forcément de sens, ça n'est pas toujours valable. Et pourtant, c'est ce que tu viens de faire aujourd'hui, et je t'en remercie beaucoup. Alors ben voilà. Oh, la conclusion, superbe. Bon retour donc à Bordeaux. Puis, on va faire un peu de tourisme à Montréal. Mes amitiés au château de Grave. Et puis au plaisir de te revoir peut-être à Konfu l'année prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.